À 35 ans, Alexandre Moreau était le roi d'un empire de béton, un homme qui orchestrait les avenirs depuis un trône de verre et d'acier. Son cœur n'était pas simplement protégé, il était son actif le mieux fortifié. À 23 ans, le royaume de Cora Martin n'était pas fait de gratte-ciel, mais de feu, de fer et des racines profondes d'un chêne ancestral. C'était une femme qui mesurait sa richesse non en années, mais en souffle. Ceci n'est pas l'histoire d'une OPA hostile. C'est l'histoire de la prise de contrôle d'une âme humaine. C'est ce qui arrive lorsqu'un homme qui bâtit sa vie sur des fondations solides est mis à genoux par un amour construit sur du temps emprunté. Préparez-vous à être témoin d'une histoire d'amour qui vous brisera le cœur pour mieux le reconstruire, plus fort qu'auparavant. Commentez d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Préparez-vous à une histoire qui pose la question « Quelle est la véritable valeur d'un héritage ?» Et un amour avec une date d'expiration peut-il durer pour toujours? Le silence au 80e étage de la tour Moreau Global était une entité physique, une pression palpable contre les tympans. Il avait un poids. C'était le calme épais et coûteux que seuls de vastes moyens financiers pouvaient acheter. Dehors, le vrombissement de Manhattan était réduit à un murmure abstrait, la bande-son assourdie d'un monde qu'Alexandre Moreau non seulement habitait, mais qu'il dirigeait. L'air à l'intérieur du bureau était filtré, climatisé à exactement 21 degrés Celsius et portait une odeur presque imperceptible de cuir, d'acajou poli et rien d'autre. Un vide olfactif, délibérément dépourvu de tout arôme qui pourrait suggérer une vie désordonnée. Assis derrière son bureau, une plaque d'acajou si sombre et vaste qu'elle semblait absorber la lumière, Alexandre mit fin à l'appel. La voix à l'autre bout du fil, appartenant à un homme dont il oublierait le visage en quelques secondes, était passée par tout le spectre allant du déni à la supplication, avant de s'installer finalement dans une acceptation résignée et creuse. L'acquisition était finalisée. 7 décennies d'histoire familiale, de sueur et de sacrifices, avaient été numérisées, évaluées et assimilées dans son portefeuille. Il ne ressentit ni la chaleur de la victoire, ni le froid de la cruauté. Il ne sentit que le déclic doux et satisfaisant d'un mécanisme interne se mettant en place. Une tâche accomplie, un problème résolu. Il reposa son stylo Mont-Blanc, l'alignant parfaitement avec le bord d'un bloc-notes immaculé. Ses longs doigts pâles tambourinèrent une seule fois sur la surface fraîche du bois. Un geste contenu, seule manifestation physique de l'énergie qui pulsait sous sa peau. Son costume, un gris anthracite sur mesure, n'avait pas le moindre pli. Sa posture était droite, une colonne de contrôle inflexible. C'était un homme sculpté d'angles vifs et de silence calculé. Ses yeux, d'un bleu si pâle qu'ils semblaient être des éclats de glace, balayèrent à la ville en contrebas. Il ne voyait pas de monuments ou de quartiers, il voyait des actifs, quartiers financiers, zones résidentielles de luxe, couloirs commerciaux, une carte tridimensionnelle du risque et de l'opportunité. La vie, pour Alexandre, était une équation complexe. Les émotions étaient des variables imprévisibles qui corrompaient le résultat. Il les avait éliminées de ses propres calculs des années auparavant, avec la même précision implacable avec laquelle il élaguait un portefeuille sous-performant. Son assistant David se matérialisa à la porte. Il ne frappa pas. Il avait appris que le son des phalanges sur le bois était une intrusion, une rupture dans le flux de pensée d'Alexandre. Au lieu de cela, il attendit, silhouette nerveuse planant sur le seuil, jusqu'à ce qu'on lui prête attention. « Monsieur Moreau », la voix de David était basse, presque une excuse. « Votre voiture attend et le rappelle pour le gala du musée. Madame Fournier a appelé personnellement pour confirmer votre présence à la table d'honneur. » Alexandre ne se retourna pas. Ses yeux restaient fixés sur la tapisserie de lumière qui commençait à scintiller contre le ciel violet du soir. « Envoyez un chèque, David. Doublez notre don de l'année dernière. Joignez une note exprimant mes plus profonds regrets. » L'ironie fut livrée sans la moindre trace de sarcasme. C'était juste un fait. « Oui, monsieur. Elle a mentionné qu'elle espérait discuter du projet de la nouvelle aile. »« Mon temps, » interrompit Alexandre, sa voix fendant l'air comme un stylet, « est une ressource plus précieuse que ma conversation de salon. Je suis sûr que Madame Fournier, en femme d'affaires avisée qu'elle est, comprendra le compromis. »« Bien sûr, monsieur. » David se retira, le son de ses chaussures en cuir sur le marbre, un rapide écho de son départ. La porte se referma avec un joint pneumatique presque inaudible, et le silence revint.
Alexandre laissa ses épaules s'affaisser d'un millimètre, concession invisible à l'épuisement qui rongeait les bords de sa discipline de fer. Il se dirigea vers le mur de verre, l'étendue de sa richesse et de son pouvoir. La ville le regardait en retour, impersonnelle, indifférente, comme lui. Il pressa sa paume contre la surface froide, sentant la vibration presque imperceptible du bâtiment, un organisme vivant d'acier et de béton. Un instant, il ressentit un vertige, la sensation d'être suspendu au-dessus d'un abîme d'1 million de vies anonymes. La sensation passa aussi vite qu'elle était venue. La ligne directe sur son bureau clignota, un unique point rouge pulsant dans l'obscurité. Le son était discret mais urgent. Seules 3 personnes avaient ce numéro. Il retourna au bureau, le tissu de son pantalon faisant un bruit doux. Moreau. La voix de Marc Durand, son chef des opérations, était comme du gravier sous du cuir. Fiable, stable. Alexandre. Nous avons un problème à Savannah. Le mot-problème était une dissonance dans la symphonie bien accordée d'Alexandre. Il sentit une tension familière dans sa poitrine, non pas de l'anxiété, mais de l'irritation. C'était le sentiment de découvrir une tache sur un costume perfectly pressé. Définissez problème, Marc. C'est la dernière propriété, l'atelier de ferronnerie d'art. La propriétaire, Cora Martin. Elle ne refuse pas seulement de vendre, elle organise l'opposition. La commission de préservation historique a programmé une audience d'urgence. Les médias locaux ont repris l'histoire. Le géant de New York contre l'artisane locale. Vous connaissez le scénario. Alexandre ferma les yeux, massant l'arête de son nez. Le récit était un cliché, et il détestait les clichés. Ils étaient prévisibles, et, par conséquent, ennuyeux. La propriété était la dernière pièce d'un puzzle de 200 millions de dollars. Sans elle, l'empreinte de l'hôtel de luxe serait compromise, la symétrie du projet ruinée. Quelle est notre offre actuelle? 3 millions, 10 fois la valeur du marché. Triplez-la, faites-en 10 millions, une somme forfaitaire. Dites-lui qu'elle peut prendre chaque clou et chaque outil de l'atelier. Dites-lui tout ce qu'elle veut entendre. Il y eut une pause à l'autre bout du fil, une hésitation rare de la part de Marc. Alexandre, je ne pense pas que ce soit une question d'argent. Nos contacts disent que la propriété est dans sa famille depuis 6 générations. Elle est née dans la maison derrière. 6 générations. L'expression flottait dans l'air. Pour Alexandre, c'était une donnée non pertinente. L'histoire était un passif, une encre qui empêchait le progrès. Il regarda son propre arbre généalogique mental. Un père qu'il connaissait à peine, une mère partie trop tôt. Les racines étaient pour les arbres, pas pour les hommes d'affaires. Tout le monde a un prix, Marc. Vous n'avez simplement pas encore trouvé le sien. Peut-être, la voix de Marc était chargée de doute, mais c'est une jeune femme de 23 ans avec l'entêtement d'une octogénaire. Elle devient un problème de relations publiques. Alexandre se pencha en arrière dans son fauteuil, le cuir souple grinçant sous son poids. Il regarda son emploi du temps sur l'écran holographique projeté sur son bureau. Zurich, Londres, Tokyo. Un ballet mondial de capitaux et de pouvoir attendant ses ordres. Et tout cela était retenu par une artisane têtue dans une ville endormie qui sentait le magnolia et le déclin. La décision se forma dans son esprit, non comme une pensée mais comme un instinct. Une correction de cap nécessaire. « J'annulais mon emploi du temps pour le reste de la semaine », dit-il, sa voix maintenant dépourvue de toute irritation, remplacée par une clarté glaciale. « Alexandre, je peux… » « Ça en marque. Certaines négociations exigent une touche personnelle. Clairement, votre finesse a échoué. La critique était subtile mais acérée. Je vais m'en occuper. »« Vous êtes sûr? La dernière fois que vous êtes allé dans le sud… » »« J'étais un garçon, » coupa Alexandre, la froideur dans sa voix s'intensifiant jusqu'à la glace. « Les choses ont changé. » Il mit fin à l'appel, le silence revenant mais maintenant chargé d'un nouvel objectif. Il ne regardait plus une carte d'actifs. Il regardait un champ de bataille. Il se leva, se dirigeant vers le bar encastré dans le mur de noyer. Il se versa un Macallan 25 ans, le liquide ambré tourbillonnant dans le verre en cristal. L'odeur de tourbe et de chêne emplit ses narines. Il ne but pas. Il tenait juste le verre, le froid du cristal s'infiltrant dans sa peau. Il réfléchissait. Cora Martin. 23 ans. Artisane. Un obstacle. Dans le dossier que Marc lui avait envoyé, il y avait une photo d'elle.
Basse résolution, probablement tirée d'un article de journal local. Elle se tenait devant son atelier, les cheveux blonds relevés en un chignon désordonné, une tache de suie sur la joue. Il y avait un léger sourire sur ses lèvres, mais ses yeux étaient sérieux. Défiance. Il but le whisky d'une seule traite, la chaleur lui brûlant la gorge. Ce n'était pas de la colère qu'il ressentait, c'était quelque chose de plus primitif, le frémissement de la chasse, le besoin d'imposer l'ordre au chaos. Il prit son téléphone. David préparait le jet, destination, Savannah, Géorgie. Alors que l'avion privé s'élevait dans la nuit, laissant la lueur de New York derrière lui comme une peau de serpent abandonnée, Alexandre regarda de nouveau la photo. Il l'étudia, non pas comme un homme regarde une femme, mais comme un général étudie un terrain ennemi. Il cherchait des faiblesses, des points de pression. Il n'en vit aucun, seulement une résolution tranquille qui l'irritait et, à un niveau qu'il refusait d'admettre, l'intriguait. Il s'envolait vers le sud pour briser sa volonté, pour démanteler son monde avec la même efficacité avec laquelle il démantelait les entreprises. Ce n'était qu'une autre affaire commerciale. Il se le répéta, un mensonge qui sonnait presque comme la vérité dans le bourdonnement constant des moteurs à réaction. L'air de Savannah frappa Alexandre au moment où la porte du jet s'ouvrit, et ce fut comme un coup physique. Ce n'était pas l'air mince et conditionné de sa vie new-yorkaise. Il était lourd, dense, chargé de l'humidité d'un océan proche et de l'odeur douce, presque écœurante, des magnolias et de la terre humide. Il sentit le tissu de sa chemise en coton égyptien, autrefois impeccablement net, commencer à céder, à coller subtilement à sa peau. Un filet de sueur, chose qu'il éprouvait rarement, traça un chemin froid le long de sa colonne vertébrale. La bataille avait commencé avant même qu'il ne pose le pied à terre. La berline noire qui l'attendait sur le tarmac avait des vitres teintées et la climatisation à plein régime, un refuge temporaire et familier. Mais alors que la voiture glissait hors de l'aéroport privé, il ne put ignorer le monde de l'autre côté de la vitre. La lumière ici était différente. À New York, la lumière du soleil était un événement, tranché en angles vifs par les gratte-ciel réfléchis sur des surfaces dures. Ici, c'était un élément liquide, doré, filtré à travers une canopée de chênes anciens qui s'arquaient au-dessus des rues comme les voûtes d'une cathédrale. La célèbre mousse espagnole pendait des branches en voile fantomatique, se balançant lentement dans la brise épaisse, créant un jeu de lumière et d'ombre qui était organique, imprévisible, et pour lui, profondément désordonné. La voiture tourna dans une rue pavée, et le son des roues contre les pierres inégales était une vibration irritante qui remontait à travers la suspension du véhicule jusque dans ses dents. Il vit des balcons en fer forgé, complexes et ornés, dégoulinant de fougères. Il vit des portails qui semblaient avoir résisté pendant des siècles, leur surface peinte s'écaillant pour révéler l'histoire en dessous. Chaque détail était un affront à son esthétique minimaliste. C'était un monde de textures, de décomposition et de temps visible. « Nous arrivons, monsieur Moreau », dit le chauffeur, un homme du coin dont l'accent doux semblait poncer les arêtes vives de la langue. La voiture s'arrêta. De son côté de la rue, il y avait un chantier de construction clôturé, le terrain défriché et préparé pour son hôtel. De l'autre côté se trouvait l'atelier. C'était un bâtiment de briques de 2 étages, de la couleur de l'argile séchée, avec de grandes fenêtres à guillotine, dont les vitres étaient voilées de poussière et de chaleur. Une enseigne en bois patiné, suspendue à des chaînes de fer rouillées, indiquait simplement « Martin en Fils, forgeron depuis 1868 ». Le mot « fils » était presque effacé par le temps. Alexandre sortit de la voiture et la chaleur l'enveloppa comme une couverture de laine. Le son le frappa ensuite, un clang métallique et rythmé, suivi d'un sifflement aigu. C'était le son d'un marteau rencontrant du métal chaud, un son ancien, primitif. Il ajusta sa cravate, un geste automatique pour réaffirmer le contrôle, et traversa la rue. L'odeur s'intensifia à son approche. L'odeur âcre du charbon en combustion, l'odeur métallique du fer chaud, et autre chose, quelque chose de terreux, comme de la terre mouillée et de la sueur. Les grandes portes de l'atelier étaient ouvertes, révélant une obscurité caverneuse, coupée par une lumière orange pulsante qui venait de l'arrière. Il s'arrêta sur le seuil, ses yeux prenant un moment pour s'adapter.
L'intérieur était une cathédrale du travail manuel. Des outils de toutes formes et tailles étaient accrochés au mur, organisés avec une logique qu'il ne pouvait pas comprendre. Le sol était en terre battue, sombre et compacté par plus d'un siècle de pas. L'air était épais de particules de suie qui dansaient dans les puits de lumière provenant des hautes fenêtres. Et au centre de tout cela, devant une forge qui brûlait avec un cœur blanc-orange, se trouvait-elle. Cora Martin. La photographie ne lui avait pas rendu justice. C'était comme comparer une esquisse au fusain à une peinture à l'huile. Elle portait un lourd tablier de cuir, par-dessus un simple t-shirt gris et un jean usé, tous deux tachés de graisse et de sueur. Ses cheveux blonds étaient tordus en un nœud sur le dessus de sa tête, mais des mèches rebelles s'accrochaient à son cou humide. Elle portait des lunettes de sécurité relevées sur son front et d'épais gants de cuir. Elle n'était pas grande, mais sa posture dégageait une force indéniable. Ses épaules étaient droites, ses pieds bien plantés. Elle tenait une longue paire de pinces et dans leur prise, une barre de fer rougeoyait d'une chaleur incandescente. D'un mouvement fluide et économique, elle plaça la barre sur l'enclume, prit un marteau et commença à travailler. Clang, clang, clang. Chaque coup était précis, délibéré. Des étincelles volaient comme des lucioles furieuses, mourant dans l'air sombre. Les muscles de ses bras et de ses épaules se contractaient sous sa peau bronzée, un témoignage d'années de ce labeur. Elle était complètement absorbée, le monde extérieur inexistant. Il y avait une danse là, une conversation entre elles, le feu et le métal. Alexandre se sentit comme un intrus, une anomalie. Son costume immaculé, ses chaussures italiennes polies, tout en lui semblait absurdement déplacé. Le son de ses chaussures sur le sol en terre était doux, absorbé, mais pour lui, il sonnait comme une violation. Il s'éclaircit la gorge. Le martèlement cessa. Le silence qui suivit fut rempli par le crépitement de la forge et le son de sa propre respiration qui sembla soudain trop forte. Lentement, elle se tourna. Elle posa le marteau et les pinces, le métal chaud sifflant alors qu'elle le plongeait dans un baril d'eau, envoyant un nuage de vapeur dans l'air. Elle releva ses lunettes de sécurité et ses yeux rencontrèrent les siens. Ils étaient d'une nuance de vert qui lui rappelait la mousse sur les arbres dehors, claire et directe. Il n'y avait aucune surprise en eux, aucune peur, juste une évaluation calme et posée. « Monsieur Moreau, je présume, » dit-elle. Sa voix était plus basse qu'il ne s'y attendait, avec la douce mélodie d'un accent du Sud, mais il y avait une résonance en elle, comme le bourdonnement du métal après avoir été frappé. « Madame Martin. » Il fit un pas en avant, tendant la main par pure habitude, avant de réaliser à quel point le geste était ridicule. Ses mains étaient couvertes de suie et gainées de gants épais. Il laissa retomber sa main, se sentant étrangement exposé. Une bouffée de chaleur monta à son cou, une trahison de son contrôle habituel. « Mademoiselle » corrigea-t-elle, sans malice. Un petit sourire toucha le coin de ses lèvres, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « À quoi dois-je cet honneur? Je pensais que vous envoyiez vos chiens d'attaque faire le sale boulot. » Sa franchise le prit au dépourvu. Il se composa, retombant sur le script qu'il avait répété dans son esprit. « Je préfère traiter les affaires importantes personnellement. Je crois qu'il y a eu un malentendu concernant mon offre. »« Il n'y a eu aucun malentendu, » répondit-elle, croisant les bras sur sa poitrine. Le geste tendit le tissu de son t-shirt et il remarqua la courbe de son corps sous les vêtements de travail. Une pensée fugace qu'il réprima immédiatement. « Vous m'avez offert de l'argent pour abandonner la maison de ma famille et l'histoire de ma vie. J'ai parfaitement compris. Et j'ai refusé. » Il fit un autre pas, réduisant la distance entre eux. La chaleur de la forge le frappa, asséchant l'air dans ses poumons. Il pouvait la sentir maintenant, sous l'odeur de charbon et de métal. C'était une odeur de peau échauffée, de travail acharné, de quelque chose de fondamentalement réel. « 10 millions de dollars, mademoiselle Martin. Pensez à ce que vous pourriez faire. Un nouvel atelier, le meilleur équipement, une vie sans soucis financiers. » Il utilisa la voix qu'il utilisait dans les salles de conseil, la voix qui était un mélange de raison et de pouvoir voilé. Elle rit. Ce ne fut pas un rire bruyant, mais un son grave et rauque qui semblait venir de quelque part au fond d'elle. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Vous voyez ceci. » Elle fit un geste autour d'elle, vers les murs sombres, les outils suspendus, l'enclume marquée par un siècle de travail. « Comme une prison dont je dois être libéré. Je le vois comme mes racines. »
Elle se rapprocha de lui, s'arrêtant à quelques pas seulement. Il pouvait voir les détails maintenant. Les petites rides autour de ses yeux, une fine cicatrice au-dessus de son sourcil, la façon dont la lumière de la forge dansait sur sa peau humide. « Ce sol, dit-elle en tapant du pied chaussé de bottes, est l'endroit où mon arrière-arrière-grand-père a enseigné à mon arrière-grand-père. Cette enclume. » Elle toucha la surface métallique avec le bout de ses doigts gantés. « A forgé les portails de la moitié de cette ville. Chaque outil sur ce mur a une histoire. Vous m'offrez de l'argent. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que je suis déjà riche. Ma monnaie est juste différente de la vôtre. » Son argument était illogique, sentimental, et pour une raison quelconque inattaquable. Il sentit la frustration monter, une marée chaude dans sa poitrine. Il était habitué à traiter avec des chiffres, des faits, des leviers. Comment pouvait-il négocier avec un fantôme nommé Histoire? « Tout a un prix », insista-t-il, la phrase sonnant creuse et faible même à ses propres oreilles. Cora le regarda et un instant, sa façade d'acier vacilla. Il vit une ombre de lassitude dans ses yeux d'une vieille tristesse. Seulement les choses qui n'ont pas de vraie valeur, monsieur Moreau, seulement celles-là. Elle se retourna vers la forge, récupérant la barre de fer maintenant sombre de l'eau. Le moment semblait être terminé. Le renvoi était clair, mais il ne pouvait pas partir, pas comme ça. Que voulez-vous alors? La question lui échappa, plus brute qu'il ne l'avait prévu. Elle s'arrêta, le dos tourné. Je veux que vous compreniez, et je sais que vous ne pouvez pas. Il regarda autour de lui le chaos organisé, la beauté brutale de l'endroit. Et pour la première fois, un doute fin comme un cheveu se fraya un chemin dans sa certitude. Peut-être qu'il ne comprenait vraiment pas. Et la réalisation qu'il y avait quelque chose dans son univers qu'il ne pouvait pas comprendre, ni acheter, ni contrôler, était, pour Alexandre Moreau, le sentiment le plus terrifiant de tous. Le silence qui s'installa après son renvoi était différent du silence calculé de son bureau. Celui-ci était organique, rempli du son de la forge qui respirait, un souffle bas et régulier comme le poumon d'un dragon endormi, et du crépitement des braises mourantes. L'air était assez épais pour être mâché, un mélange de chaleur, de fumée et de l'odeur métallique de l'ozone. Alexandre sentit une perle de sueur couler lentement sur sa tempe, un traître dans son propre corps. Il l'essuya du revers de la main, le geste étranger et maladroit, le tissu de son costume de laine semblant absurdement chaud et restrictif. Il ne bougea pas. Partir maintenant serait admettre la défaite, une concession que son ADN ne permettrait tout simplement pas. Il était Alexandre Moreau. Il ne battait pas en retraite. Il réévaluait, recalculait et attaquait sous un nouvel angle. Cora, cependant, semblait avoir oublié sa présence. Elle reprit son rythme, plaçant la barre de fer refroidie dans un étau. Il y avait une économie dans ses mouvements, une fluidité qui parlait de milliers d'heures de répétition. Chaque pas, chaque tour, chaque soulèvement était distillé à sa forme la plus efficace. C'était une danse de détermination, et lui, l'architecte des efficacités d'entreprise, ne pouvait s'empêcher de ressentir un respect réticent. « Le projet avancera, mademoiselle Martin, » dit-il, sa voix plus forte que nécessaire pour remplir l'espace. Elle sonnait forcée, une invasion dans sa symphonie industrielle, avec ou sans votre coopération. L'expropriation pour cause d'utilité publique est un outil juridique, bien que désagréable. C'était un bluff ou du moins une exagération. La bataille juridique serait un cauchemar de relations publiques, un marécage de bureaucratie qui retarderait le projet de plusieurs mois, peut-être des années. Mais c'était la seule arme qui lui restait. Elle arrêta de travailler mais ne se tourna pas pour lui faire face. Seule sa tête s'inclina légèrement sur le côté, comme un animal écoutant un son lointain. « Désagréable », répéta-t-elle le mot, le savourant. « C'est comme ça que vous appelez arracher le cœur d'un lieu. Désagréable ?» Elle se tourna finalement, et l'ombre de lassitude dans ses yeux avait été remplacée par quelque chose de plus dur, de l'acier. « Vous parlez d'outils, monsieur Moreau. Ceci, elle tapota l'enclume à côté d'elle, le son résonnant en un bruit sourd et solide, est un outil. Il crée, il façonne. Votre outil, il ne fait que détruire. » L'accusation le frappa avec une force inattendue. Il était habitué à être craint, à être respecté, même à être détesté. Mais il n'avait jamais été réduit à quelque chose de si barbare, un simple destructeur. « Je crée de la valeur, » contra-t-il,
la défense montant dans sa gorge dure et défensive. Je crée des emplois. Je construis l'avenir. Vous construisez des bâtiments, corrigea-t-elle, faisant un pas vers lui. L'odeur de fumée et de sueur s'intensifia. Des bâtiments qui pourraient être n'importe où. New York, Tokyo, ici. Ils n'ont pas de racines, pas d'histoire. Ce sont juste des monuments à l'argent. Elle s'arrêta, assez près pour qu'il puisse voir les petites taches couleur rouille sur son t-shirt, le poul d'une veine dans son cou. Ses yeux verts le retinrent. Vous ne construisez pas un avenir. Vous effacez le passé. Sa proximité était déconcertante. Il était habitué à garder les gens à une distance de sécurité, que ce soit par l'immensité de son bureau ou la formalité d'une salle de conseil. Ici, dans cet espace étroit et chaud, il se sentait acculé. Son cerveau, entraîné à traiter des données et à prédire des résultats, luttait pour catégoriser la situation. Elle n'était pas une adversaire commerciale. Elle était quelque chose de plus fondamental. Une force de la nature. Il fit un pas en arrière, une retraite instinctive. Le talon de sa chaussure en cuir à $300 s'enfonça dans la terre battue, une trahison du sol sous ses pieds qui le déséquilibra une fraction de seconde. C'était suffisant. Il vit quelque chose changer dans ses yeux, une lueur qui n'était pas du triomphe, mais quelque chose de bien pire, de la pitié. De la pitié. Le mot réverbéra dans son esprit, acide et scandaleux. Personne n'avait pitié d'Alexandre Moreau. L'idée même était une offense qui le mettait en rage. « Ceci n'est pas une discussion philosophique, dit-il, sa voix maintenant glaciale, la seule défense qu'il connaissait. C'est une transaction, et elle aura lieu. Maintenant, la question est de savoir si vous partez d'ici avec 10 millions de dollars ou avec un avis d'expulsion. » L'acier dans ses yeux se mua en glace. « Sortez de mon atelier. » L'ordre fut prononcé sans un cri, mais son calme était plus menaçant que n'importe quel volume. Alexandre sentit le sang lui monter au visage. Personne ne lui parlait de cette façon. Personne. Son instinct était de l'écraser, d'utiliser tout le poids de son empire pour pulvériser sa petite et insignifiante résistance. Mais alors, il regarda autour de lui. La lueur orange de la forge, les ombres dansant sur les murs, la résolution inébranlable sur son visage. Et il sut, avec une clarté écœurante, que la force brute ne fonctionnerait pas ici. Ce serait comme essayer d'abattre un chêne à coups de poing. Un nouveau plan commença à se former. Une stratégie née du désespoir et d'une étincelle de quelque chose qu'il refusait de nommer curiosité. Il devait changer le champ de bataille. Il devait la sortir de son élément, de sa forteresse de briques et d'histoire. Il prit une profonde inspiration, forçant ses épaules à se détendre, adoptant le masque de calme calculé qu'il avait perfectionné au fil des ans. « Vous avez raison, dit-il. » Le changement de ton l'a pris par surprise. Il vit la légère hésitation, la confusion qui assombrit ses yeux. « Je suis insensible. Je suis un homme de New York. Nous voyons des lignes droites et des bilans. Peut-être pouvez-vous m'aider à comprendre. » Ses sourcils se froncèrent. La méfiance était un mur visible s'élevant entre eux. Comprendre quoi? Ceci, fit-il un geste non pas vers elle, mais vers l'espace autour d'eux. Ce que je ne vois pas, l'histoire, la valeur qui ne peut être quantifiée. Il rencontra son regard, le soutenant, utilisant toute sa formation en lecture des gens, en projection de sincérité. Vous dites que j'efface le passé. Montrez-moi ce que j'efface. Convainquez-moi. Le silence s'étira. Il pouvait entendre le bourdonnement d'une mouche quelque part dans l'atelier, le goutte-à-goutte lointain d'un robinet. Elle l'étudia, ses yeux parcourant son visage, cherchant un piège, une fausseté. Il garda son expression neutre, un lac gelé sur un océan d'intentions calculatrices. « Rassembler des informations », murmura son esprit de stratège. « Trouver sa faiblesse, attachements sentimentaux, personne, lieu. Trouver le point de pression. » Elle détourna finalement le regard, jetant un coup d'œil à l'enclume comme si elle cherchait conseil dans son silence de fer. La tension dans ses épaules se relâcha d'une fraction. « Pourquoi ferais-je ça ?» demanda-t-elle, sa voix basse, presque pour elle-même. « Vous vous en fichez. »« Faites en sorte que je m'en soucie, » répondit-il, sa voix douce, persuasive. « Vous avez 48 heures. C'est le temps que je passerai à Savannah. » Il marqua une pause, laissant le poids de ce délai limité flotter dans l'air. « Montrez-moi votre ville.
Montrez-moi vos racines. Si à la fin de ce délai je ne comprends toujours pas, je partirai et laisserai mes avocats gérer cela de la manière désagréable. » Il laissa le mot flotter, une menace voilée. « Mais si vous me convainquez, alors nous discuterons. » C'était une offre absurde, une tactique dilatoire, une mission de reconnaissance déguisée en rameau d'olivier. Il s'attendait à ce qu'elle rie, qu'elle lui dise de repartir. Au lieu de cela, elle resta silencieuse un long moment, le seul mouvement étant la montée et la descente de sa poitrine. Elle baissa les yeux sur ses propres mains, les retournant, examinant les callosités et les cicatrices comme si elles étaient une carte. Quand elle leva enfin les yeux vers lui, l'hostilité avait été remplacée par une résolution lasse, mais féroce. « D'accord, dit-elle, mais selon mes règles. Pas de costume, pas de téléphone qui sonne toutes les 5 minutes. Vous me rejoignez ici demain, 8 heures du matin. Et vous venez pour écouter, pas pour négocier. » Il sentit une vague de triomphe, mais la dissimula sur son visage. Marché conclu. « Tiens, monsieur Moreau, » ajouta-t-elle alors qu'il se tournait déjà pour partir, « ne me faites pas regretter ça. » L'avertissement flotta dans l'air chaud entre eux, une dernière ligne tracée dans la poussière. Il ne répondit pas. Les mots étaient maintenant superflus. Il se contenta d'un signe de tête, bref et sec, et sortit de l'atelier, retournant à la lumière aveuglante du soleil qui semblait vouloir exposer la fausseté de sa trêve. En se glissant dans la berline climatisée, il s'autorisa enfin à relâcher le souffle qu'il ne savait pas qu'il retenait. Son cœur battait plus vite que la normale. Sa chemise était définitivement humide contre son dos. Il avait l'impression de venir de faire 10 rounds sur un ring de boxe. « À l'hôtel, monsieur ?» demanda le chauffeur. « Ouais » dit Alexandre en desserrant sa cravate. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre vers l'atelier. La silhouette de Cora était encore visible dans l'obscurité, une figure solitaire devant le feu. Il avait obtenu ce qu'il voulait, du temps, un accès, une opportunité de trouver la faille dans son armure. Mais alors que la voiture s'éloignait, un sentiment inconnu et troublant s'installa dans sa poitrine. Le sentiment que peut-être, juste peut-être, il n'était pas le seul chasseur dans ce jeu. Le sentiment que la véritable clause de leur accord n'avait pas été prononcée à voix haute. Et que d'une manière ou d'une autre, c'était lui qui était sur le point d'être déconstruit. Alexandre arriva à 8 heures pile. C'était un principe. La ponctualité était le lubrifiant de l'efficacité. Mais l'homme qui sortit de la berline noire ce matin-là était une version modifiée du PDG de la veille. Le costume Armani avait été remplacé par un pantalon en lin beige et un polo bleu marine en tissu technique, des vêtements que son assistant avait procurés, décrits comme décontractés de luxe. Malgré cela, il se sentait comme dans un costume de théâtre, un acteur dans une pièce dont il ne connaissait pas le texte. Le tissu technique, conçu pour évacuer l'humidité, lui semblait être une imposture sur sa peau, un substitut synthétique à l'armure de laine et de soie qui conférait son autorité. Ses chaussures étaient des mocassins en cuir souple, silencieux. Le clic ferme et autoritaire de ses Richelieu sur le pavé lui manquait, le son de sa propre arrivée. L'atelier était silencieux, la forge froide, l'air matinal plus frais portait encore l'odeur résiduelle du charbon et du métal comme le souvenir d'un rêve fiévreux. Il trouva Cora à l'arrière, près d'un chêne massif qui dominait la petite cour derrière le bâtiment. L'arbre était une créature ancienne, ses branches aussi épaisses que celles d'un géant, tordues en forme fantastique et drapées de l'omniprésente mousse espagnole qui pendait en rideaux gris-vert. Elle n'était pas habillée pour le travail. Elle portait une simple robe d'été en coton blanc qui tombait librement jusqu'à ses genoux et des sandales en cuir. Ses cheveux blonds étaient détachés, tombant en vagues sur ses épaules. La transformation était saisissante. La forgeronne féroce avait été remplacée par une femme qui semblait presque éthérée dans la lumière filtrée qui passait à travers les feuilles de chêne. Elle était assise sur une marche en pierre, aiguisant un petit couteau à sculpter avec une pierre à aiguiser, le son rythmé et grinçant brisant le silence matinal. Elle leva les yeux à son approche, et son regard le jaugea de la tête aux pieds. Un léger amusement dansa dans ses yeux. « Vous ressemblez à un touriste qui s'est perdu en allant au terrain de golf, » dit-elle. Sa voix sans l'acoustique de l'atelier était plus douce, mais elle portait toujours cette résonance sous-jacente. « Et vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui combat les conglomérats de New York, » rétorqua-t-il.
la réplique sortant plus facilement qu'il ne l'avait prévu. Elle haussa les épaules, posant le couteau et la pierre. « Nous avons tous nos uniformes, monsieur Moreau. Aujourd'hui, vous êtes sur mon territoire, et ici, la formalité ne fera que vous faire transpirer davantage. » Elle se leva. « Prêt pour votre éducation ?» Il hocha la tête, se sentant étrangement comme un élève le premier jour d'école. Ils ne prirent pas de voiture. Ils commencèrent à marcher. Et la première leçon de Cora fut le silence. Elle ne le conduisit pas au site touristique répertorié dans les brochures. Au lieu de cela, elle le guida à travers un réseau de ruelles étroites et de passages pavés qu'il n'aurait jamais trouvé seul. Les murs de briques des bâtiments étaient proches, créant des tunnels d'ombre qui offraient un soulagement momentané du soleil de Géorgie qui commençait déjà à s'intensifier. Son monde à New York était une agression frontale des sens, sirènes, klaxons, foule, l'éblouissement aveuglant des écrans LED. Son monde à elle était une symphonie de micro-sensations. Il commença à remarquer des choses. Le son de ses pas sur la pierre inégale, différent des siens. L'odeur de jasmin grimpant sur un mur couvert de vignes, mêlée à la faible odeur d'ordure d'une benne voisine. La sensation d'humidité s'accumulant à l'arrière de son cou. « Levez les yeux », dit-elle soudainement. Il obéit. Au-dessus d'eux, entre les toits, se trouvait un réseau complexe de balcons en fer forgé, de grilles de fenêtres et de supports ornés. Certaines pièces étaient simples et utilitaires, d'autres étaient des tourbillons et des fioritures élaborées. La plupart des gens ne lèvent pas les yeux, continua-t-elle sa voix basse, mais c'est là que la ville raconte ses histoires. Vous voyez ce balcon là-bas, avec le motif de vigne. Mon arrière-arrière-grand-père l'a fait en 1880, pour un marchand de vin qui croyait que le fer éloignerait les mauvais esprits de son commerce. Et celui-là, là-bas, elle en désigna un autre, a été réparé par mon grand-père après la chute d'un arbre pendant l'ouragan Gracie en 59. La soudure est plus épaisse sur le côté gauche. C'est une cicatrice. Alexandre regarda. Il ne vit pas seulement du fer. Pour la première fois, il vit les couches. Le travail, l'histoire, le désastre, la reprise. C'était plus que de la décoration. C'était des archives. Il sentit une pointe de quelque chose de désagréable dans sa poitrine. La compréhension que son plan n'était pas seulement de démolir des briques, mais d'effacer ses cicatrices, ses histoires. Ils débouchèrent sur l'une des célèbres places de Savannah, une oasis de verdure au milieu de la ville. L'air ici était plus frais, ombragé par des chênes encore plus grands. Le son d'une fontaine bouillonnante quelque part à proximité était la seule musique. Des couples plus âgés se promenaient, des étudiants lisaient sur des bancs de parc. Le rythme de la vie ici était fondamentalement différent. Personne ne se pressait. Personne ne parlait au téléphone en marchant. Le temps semblait s'étirer, paresseux et malléable. « Savez-vous pourquoi ils ont conçu la ville avec tant de place ?» demanda Cora, s'arrêtant à l'ombre d'un magnolia. Il secoua la tête. « Pour créer des espaces de respiration, dit-elle. Littéralement. Autrefois, ils croyaient que l'air stagnant apportait des maladies. Ces places étaient les poumons de la ville, des lieux où la communauté pouvait se rassembler, où l'air pouvait circuler. » Elle le regarda et son regard était perçant. « Vous voulez construire un bâtiment scellé avec de l'air recyclé, un endroit sans poumons. » Il ne répondit pas. La métaphore était si juste qu'elle le laissa sans voix. Lui, qui vivait dans une tour de verre hermétiquement scellée, se sentit soudainement étouffé. Il desserra le col de son polo. Ils continuèrent à marcher. Elle l'emmena dans un petit cimetière caché derrière une église en pierre. Les pierres tombales étaient anciennes, usées par la pluie et le temps, les noms presque illisibles. L'air ici était calme et sentait la pierre froide et les feuilles en décomposition. « Ce sont les fondateurs, » dit-elle, sa voix un murmure respectueux. « Soldats, marchands, épouses, enfants, ils ont construit cette ville de leurs mains. La maison où je vis, les briques ont été faites par des esclaves. Le mortier a été mélangé avec du crin de cheval et des coquilles d'huîtres. On peut le sentir si on touche. » Hésitant, Alexandre s'approcha du mur de briques entourant le cimetière. Il passa ses doigts sur la surface rugueuse. Elle était chaude du soleil, et la texture était inégale, pleine d'imperfections. Il pouvait sentir les morceaux de coquillage dans le mortier. Ce n'était pas un mur lisse et anonyme de béton préfabriqué. Il avait une texture. Il avait une histoire de douleur et de labeur qui était presque palpable. Il retira sa main comme s'il avait été électrocuté.
À midi, la chaleur était oppressante. La sueur collait sa chemise à son dos, et il sentait la poussière de la ville sur sa peau, dans sa gorge. Lui, qui contrôlait la température de son environnement d'une simple pression sur un bouton, était complètement à la merci de la météo. « Faim ?» demanda-t-elle. « Affamé, admit-il. » Elle le conduisit à un petit restaurant familial, un endroit qu'il n'aurait jamais remarqué. Il n'y avait pas d'enseigne au néon, juste une porte moustiquaire qui claquait bruyamment. L'intérieur était sombre et frais, avec des ventilateurs de plafond tournant lentement. Ça sentait le poisson frit, la bière et le vieux bois. La serveuse, une femme d'âge mûr avec un sourire fatigué gravé au coin de ses yeux, s'essuya les mains sur un tablier et serra Cora dans ses bras. Le geste était aussi naturel que de respirer. « Salut, ma chérie. Qui est ton bel ami ?» demanda-t-elle, son regard se posant sur Alexandre avec une curiosité ouverte et sans jugement. Lui, qui était habitué à être évalué pour sa valeur marchande ou sa réputation, se sentit momentanément nu sous ce simple regard. « C'est Alexandre. Il n'est pas d'ici, » dit Cora, évitant le titre Monsieur Moreau. Ils s'assirent dans une banquette en vinyle rouge craquelé. Alexandre posa ses mains sur la table et remarqua pour la première fois la poussière sous ses ongles. Il commanda un thé glacé, et quand il arriva, le verre était lourd et couvert de condensation, laissant un anneau sur la table usée. La première gorgée fut un choc, un thé si sucré que c'en était presque un sirop, une douceur agressive et sans complexe qui lui fit mal aux dents. Mais il était glacé, et lui, déshydraté par la chaleur et la tension, le but avidement, le soulagement du froid l'emportant sur l'étrangeté du goût. Ils mangèrent dans un silence confortable. Il observait Cora, la façon dont elle mangeait avec un appétit sincère, la façon dont elle remerciait la serveuse par son nom. Elle était à sa place ici, elle faisait partie de son tissu. Lui, en revanche, était un corps étranger, un virus attendant d'attaquer le système. Après le déjeuner, alors que le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres paresseuses, elle l'emmena à son endroit préféré, un banc de parc isolé surplombant la rivière Savannah. De grands cargos glissaient lentement sur l'eau couleur d'argile, leurs cornes de brume résonnant avec une mélancolie profonde et lointaine. L'air salin de l'océan, à des kilomètres de là, se faisait sentir ici. Ils s'assirent, pas trop près mais assez près pour qu'ils puissent sentir la chaleur qui émanait d'elle. Le silence revint, mais cette fois, il n'était pas tendu. Il était contemplatif. « Alors, dit-elle finalement en regardant la rivière, êtes-vous convaincu ?» Il regarda l'eau, les navires, le vaste ciel bleu. Il pensa à son bureau, à sa vue panoramique d'une jungle de béton. C'était une vue de pouvoir, de conquête. Mais ceci était une vue de flux, de continuité, de choses bien plus anciennes et plus grandes que lui. « Je comprends que vous aimez cet endroit, » dit-il, les mots choisis avec soin. C'était l'aveu le plus honnête qu'il pouvait offrir. Elle se tourna vers lui, et pour la première fois il vit quelque chose dans ses yeux qui n'était pas de la défiance ou de la suspicion. C'était une vulnérabilité. Ce n'est pas seulement de l'amour, Alexandre, c'est l'appartenance. C'est savoir que tu es un fil dans une tapisserie qui a commencé bien avant toi et qui continuera bien après. Ce que vous m'offrez, c'est un tas de fils lâches, la richesse sans contexte, la liberté sans encre. Son nom Alexandre dans sa bouche, sans le formel Monsieur Moreau, sonnait étrangement intime. Il sentit quelque chose bouger en lui, une plaque tectonique se déplaçant quelque part au fond et oubliée. Il n'était pas convaincu, pas encore, mais il était déstabilisé. La certitude froide et dure qui était le fondement de son monde commençait à montrer des fissures, et à travers ces fissures, la lumière dorée et humide de Savannah commençait à s'infiltrer. Il regarda Cora, la passion tranquille sur son visage, et réalisa que la bataille qu'il pensait mener pour la terre sous leurs pieds était en fait une bataille pour la terre en lui-même. Et il était en train de perdre, ou peut-être pour la première fois de commencer à gagner. Le deuxième jour commença avec une promesse silencieuse dans l'air, une immobilité lourde, expectante. Le ciel n'était pas le bleu clair de la veille, mais un blanc laiteux, comme si un voile avait été tiré dessus. L'air était plus épais, plus lourd, et il collait à la peau avec une humidité presque huileuse. Même les oiseaux semblaient plus calmes. Alexandre trouva Cora à l'atelier.
L'odeur de métal et de charbon l'accueillit comme une connaissance réticente. Elle travaillait, mais pas à la forge. Elle était assise sur un banc en bois, une petite feuille de métal posée sur ses genoux, la martelant délicatement avec un ciselet et un marteau à repousser. Elle créait un motif complexe de feuilles et de vignes. Le son, un doux et concentré tink-tink-tink, très différent de la violence rythmique de la forge. Il resta à la regarder depuis le seuil un instant, ne voulant pas briser sa concentration. La lumière matinale entrant par les fenêtres sales l'enveloppait, illuminant la poussière qui flottait autour d'elle comme des étoiles dans une galaxie miniature. Il remarqua des détails qu'il avait manqués auparavant. La façon dont ses lèvres se serraient légèrement quand elle se concentrait, la force contenue dans ses poignets, l'élégance surprenante de ses mains calleuses. Elle leva les yeux, comme si elle sentait le poids de son regard. Un petit sourire effleura ses lèvres. « Vous êtes revenu. »« J'ai dit que je le ferais, » répondit-il en entrant dans l'espace familier. Il se sentait moins comme un intrus aujourd'hui, toujours déplacé, mais pas un envahisseur. « Je pensais que vous auriez peut-être fui vers votre climatisation, » taquina-t-elle, mais il n'y avait aucune méchanceté dans ses paroles. « Il me reste encore 24 heures sur mon contrat, » dit-il, la formalité du mot « contrat » sonnant absurde maintenant. « Aujourd'hui, » dit-elle en posant ses outils, « je vais vous montrer d'où tout cela vient. » Ils quittèrent la ville dans une vieille camionnette rouillée qui sentait l'essence et la terre. Le véhicule n'avait pas de climatisation, les fenêtres étaient abaissées et le vent chaud et humide fouettait les cheveux d'Alexandre, défaisant la coiffure impeccable qu'il mettait des heures à entretenir. Il se sentit défait, exposé, dépouillé de son vernis urbain. Une partie de lui, celle qui commandait les salles de conseil, détestait ce sentiment. Mais une autre partie, une partie qu'il ne connaissait pas, sentit une étincelle de quelque chose de dangereux, la liberté. Et cette contradiction le terrifia plus que n'importe quel krach boursier. Elle l'emmena dans l'arrière-pays, vers les marais et les rivières qui nourrissèrent la région. C'était un monde de verre luxuriant et d'eau couleur de thé, un labyrinthe de canaux flanqués de cyprès dont les racines s'accrochaient à la boue comme des doigts noueux. L'air ici était encore plus épais, lourd de l'odeur de décomposition et de vie, de matière végétale en décomposition et du doux parfum de fleurs inconnues. Le bourdonnement des insectes était un mur de son constant. Ils s'arrêtèrent près d'une rivière au courant lent et montèrent dans un petit bateau à fond plat. Cora prit la barre du moteur hors bord, naviguant dans les canaux avec une familiarité qui témoignait d'une vie passée ici. Alexandre s'assit à l'avant, sentant les éclaboussures occasionnelles d'eau tiède sur son visage. Le monde des lignes droites et des angles de 90 degrés avait disparu. Ici, tout était courbé, entrelacé, chaotique et vivant. Cette rivière, cria Cora par-dessus le bruit du moteur, amenait autrefois le minerai de fer depuis les mines du Nord. C'est le sang qui a nourri mon atelier pendant plus d'un siècle. Il regarda l'eau sombre, essayant d'imaginer de lourdes barges y naviguant. Il commençait à comprendre. Ce n'était pas juste un bâtiment, ce n'était pas juste une entreprise. C'était le point final d'une longue et sinueuse rivière d'histoire, de travail et de vie. C'est alors que le ciel commença à changer. Le blanc laiteux s'assombrit en un gris-bleu contusionné. Le vent s'arrêta brusquement et l'immobilité qui suivit fut sinistre. Le bourdonnement des insectes cessa. Même l'eau semblait retenir son souffle. « Des ennuis » murmura Cora en regardant le ciel. « Nous devons rentrer. » Elle fit demi-tour, mais il était trop tard. Le premier tonnerre ne fut pas un craquement, mais un roulement bas et profond qui vibra dans la poitrine d'Alexandre, comme si la terre elle-même gémissait. Et puis la pluie arriva. Ce n'était pas une pluie de New York, qui tombe en rideaux froids et gris. C'était une pluie tropicale, un déluge. D'épaisses gouttes d'eau chaude tombaient du ciel avec la force de cailloux, transformant la surface de la rivière en un chaos bouillonnant. En quelques secondes, ils furent trempés. La chemise d'Alexandre collait à sa poitrine, ses cheveux étaient plaqués sur son front. Cora jura à voix basse et désigna une petite cabane de pêche abandonnée, à moitié cachée parmi les cyprès. Là, ils amarrèrent précipitamment le bateau et coururent à travers la boue glissante jusqu'à l'abri précaire. La cabane n'était guère plus que 4 murs et un toit en tôle, mais elle était sèche. Ils y entrèrent en trébuchant, haletant, l'adrénaline pulsant dans leurs veines. Le son de la pluie sur le toit en tôle était assourdissant,
un tambourinage frénétique qui isolait le petit espace du reste du monde. Il faisait sombre à l'intérieur, avec seulement la lumière grise de l'orage entrant par la porte ouverte et une unique fenêtre sale. Ça sentait le bois mouillé, la moisissure et l'ozone. Ils restèrent là un moment, juste à respirer, le son de leur respiration se mêlant à la fureur de l'orage. La robe de Cora était plaquée contre son corps, révélant la silhouette de ses jambes, de ses hanches, de sa poitrine. Elle passa une main dans ses cheveux, les repoussant de son visage, et l'eau coula sur son cou. Alexandre détourna le regard, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec l'humidité. Il était trempé aussi, son corps, habituellement caché sous des couches de tissu coûteux, soudain visible. La façade avait été littéralement balayée par la pluie. « Eh bien, dit-elle avec un sourire tremblant, ce n'était pas au programme. » Il sentit le froid commencer à s'installer. Il frissonna involontairement. « Vous avez froid, observa-t-elle. Ce n'était pas une question. » Avant qu'il ne puisse protester, elle traversa la petite cabane et trouva une vieille couverture de laine rugueuse pliée dans une caisse. Elle sentait la poussière et le temps. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça aidera, dit-elle. » Elle s'approcha de lui, et l'espace de la cabane sembla soudain incroyablement petit. Elle déplia la couverture, et un instant, il pensa qu'elle allait juste la lui tendre. Au lieu de cela, elle la drapa sur ses épaules, l'enveloppant. Ses mains effleurèrent son cou, et sa peau picota. Le contact fut bref, impersonnel, mais il lui envoya une onde de choc. Il se tenait très près maintenant. Il pouvait voir les gouttes de pluie prises dans ses cils, sombres et scintillantes. Il pouvait voir le léger pouls dans sa gorge. Il pouvait la sentir, un mélange de pluie, de rivière, et de quelque chose d'unique à elle, quelque chose de propre et de chaud. Le son de la pluie était la seule chose dans l'univers. « Hein, merci » réussit-il à dire, la voix rauque. « Vous n'êtes pas habitué à ça, n'est-ce pas » dit-elle, sa voix basse, presque un murmure, perdre le contrôle. Il ne répondit pas. Il la regarda simplement. Le jeu était terminé. La négociation avait disparu. Il n'y avait qu'un homme et une femme dans une cabane de pêche au milieu d'un orage. Et puis, quelque chose changea dans ses yeux. L'amusement, la défiance, tout se dissolut en quelque chose de plus profond, de plus vulnérable. Il vit un reflet de sa propre confusion, de sa propre attraction. « C'est insensé » cria la voix de la raison dans son esprit. « C'est une erreur. Elle est le problème que tu es venu résoudre ici. » Mais son corps n'écoutait pas. Il leva la main lentement, comme s'il se déplaçait dans l'eau. Ses doigts touchèrent une mèche de cheveux mouillés sur sa joue. La texture était douce. Il écarta la mèche, ses phalanges effleurant sa peau. Elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle se pencha dans le contact, un mouvement presque imperceptible, une fermeture de ses yeux qui était une reddition. Son cœur martelait contre ses côtes, un rythme frénétique qui correspondait à la pluie sur le toit. Et puis il l'embrassa. Ce ne fut pas une décision, ce fut un événement inévitable, comme la foudre trouvant la terre. Le premier contact fut comme le son du fer chaud plongeant dans l'eau, un sifflement soudain, un nuage de vapeur, la libération instantanée d'une tension qu'il ne savait même pas qu'il retenait. Ses lèvres étaient douces, goûtant la pluie et quelque chose de sucré. Un instant ce fut tendre, une exploration. Puis elle répondit, ses mains venant lui prendre le visage, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux mouillés. Le baiser s'approfondit, devenant affamé, désespéré. C'était un baiser qui contenait tous les arguments non dits, toute la tension accumulée. C'était la collision du nord et du sud, l'acier rencontrant la terre. Il la serra plus fort, ses bras s'enroulant autour de sa taille, la couverture tombant au sol oubliée. Il pouvait sentir chaque courbe de son corps pressée contre le sien, sa chaleur s'infiltrant à travers leurs vêtements mouillés. Le son de la pluie, l'odeur de moisissure, la rugosité de sa barbe naissante contre sa peau douce, chaque détail sensoriel était amplifié, gravé dans sa mémoire. Quand ils se séparèrent enfin à bout de souffle, ils se contentèrent de se regarder. L'orage faisait rage dehors, mais dans la petite cabane, il y avait une nouvelle immobilité. L'immobilité de l'après. Il vit l'avenir se dérouler en un flash terrifiant. La complication, l'impossibilité, le désastre qu'il courtisait, et il s'en fichait. C'est alors qu'elle toussa. Qu'un son petit, sec, presque délicat,
un son qui n'appartenait pas à la passion du moment. Dans le rugissement de la pluie et le tonnerre de son propre sang dans ses oreilles, c'était presque inaudible, mais il l'entendit, ou plutôt, il le sentit, une vibration subtile à travers sa poitrine contre la sienne. Elle s'écarta, tournant son visage, sa main venant à sa bouche. « Désolé », murmura-t-elle, sa voix un peu rauque. L'air humide. La phrase s'éteignit. Le moment était brisé. Mais le son de cette toux si petite résonna dans le silence nouvellement formé entre eux, une fausse note dans une chanson parfaite, un présage que son esprit logique ne pouvait pas encore déchiffrer, mais que son instinct sentait comme la première fissure dans un lac gelé. La pluie cessa aussi rapidement qu'elle avait commencé. Le tambourinage frénétique sur le toit de tôle ralentit pour devenir un léger crépitement, puis le silence, laissant derrière lui un monde lavé et scintillant. La lumière qui filtrait dans la cabane était plus claire maintenant, gris argenté, et l'air était frais avec l'odeur de la terre propre et des feuilles mouillées. Le monde semblait avoir été baptisé. Le silence à l'intérieur de la cabane, cependant, était plus complexe. Il était lourd de ce qui s'était passé, de l'écho du baiser et du son de cette petite toux discordante. Ils s'écartèrent, créant un espace physique qui ne parvint pas à diminuer la charge électrique qui crépitait encore entre eux. Alexandre ramassa la couverture sur le sol, un geste maladroit pour occuper ses mains. Cora se tourna vers l'embrasure de la porte, se serrant dans ses bras, le tissu blanc de sa robe encore sombre et humide par endroits. Qu'ai-je fait? La pensée n'était pas un murmure, c'était un cri silencieux qui ricochait sur les murs de son esprit. Il avait mis le feu à la structure même de son contrôle. Ce n'était pas un coup calculé sur un échiquier. C'était un faux pas complètement hors de l'échiquier, dans un territoire inconnu et sans règles. Une ligne avait été franchie, une qui ne figurait sur aucun contrat ni aucune carte. « Je crois que l'orage est passé », dit Cora, sa voix basse, sans le regarder. Il y avait une nouvelle fragilité dans son ton, une hésitation qui n'était pas là auparavant. « Cora » commença-t-il, faisant un pas vers elle. Son nom sur ses lèvres sonnait différemment maintenant. Il avait un poids, une intimité. Elle se tourna pour lui faire face et il vit la guerre dans ses yeux. L'attraction était là, indéniable, sombre et profonde. Mais il y avait aussi une ombre, une barrière qu'il ne pouvait identifier. « Ne faites pas ça, dit-elle, le mot doux, mais final. N'en parlons pas, c'était l'orage. » C'était une excuse fragile, une bouée de sauvetage qu'ils savaient tous deux ne tiendrait pas leur poids. Mais il s'y agrippa. « D'accord, l'orage. » Le retour à la ville se fit dans un silence quasi total, rempli seulement par le bruit du moteur du bateau et le goutte à goutte de l'eau des arbres. L'attention était un troisième passager, assis entre eux. Il la regardait guider le bateau, la façon dont ses mains étaient stables sur la barre, la concentration sur son visage. Elle se refermait à nouveau, reconstruisant les murs que la pluie avait emportés. Et il se surprit, à son grand étonnement, à vouloir désespérément trouver un moyen de les franchir à nouveau. Cette nuit-là, il annula son dîner avec les consultants locaux. L'idée de s'asseoir dans un restaurant cher, de parler de projections de bénéfices et de délais de construction, lui semblait profane. Il resta dans sa chambre d'hôtel, un espace luxueux et anonyme qui lui parut soudain stérile et solitaire. Il se tint à la fenêtre, regardant les lumières de Savannah, mais tout ce qu'il voyait était la lueur de la forge, le vert de ses yeux, l'éclat de la pluie sur sa peau. Son goût était encore sur ses lèvres. Il décrocha le téléphone pour appeler Marc pour dire que la stratégie avait changé, qu'il avait besoin de plus de temps. Mais que dirait-il? Qu'il avait embrassé l'obstacle, que le problème avait le goût de la pluie et l'odeur de la terre propre. Il raccrocha, se sentant comme un étranger dans sa propre vie. Le lendemain, le dernier de leur accord, il ne savait pas à quoi s'attendre. Il se rendit à l'atelier, le cœur battant d'une manière inconnue, un mélange d'anticipation et de crainte. Il la trouva en train de balayer le sol, le mouvement rythmé faisant danser les grains de poussière dans les rayons de soleil. Elle portait à nouveau ses vêtements de travail, le tablier de cuir comme une armure. « Bonjour » dit-il depuis le seuil. Elle arrêta de balayer et s'appuya sur le balai. « Bonjour » L'atmosphère était chargée. « Alors » dit-il, les mains dans les poches, « quelle est la leçon d'aujourd'hui » Elle l'étudia un moment. « Aujourd'hui, dit-elle, il n'y a pas de leçon, juste une question. » Elle laissa tomber le balai et se dirigea vers lui. « Qu'allez-vous faire, Alexandre » La question le laissa pantois.
Elle n'essayait plus de le convaincre. Elle plaçait la décision et son poids carrément sur ses épaules. « commença-t-il, mais le mot mourut dans sa gorge, un son creux. Son esprit, sa fidèle machine de traitement logique, hurlait la bonne réponse. Procéder. Conclure l'affaire. Minimiser les dommages émotionnels. C'était la réponse du PDG. Mais pour la première fois, une autre voix, rouillée par le manque d'usage, murmura de quelque part de plus profond. C'était la voix d'un homme, pas d'un dirigeant. Et il ne se souvenait plus comment former les mots dans cette langue oubliée. Qu'il regarda autour de l'atelier, les outils, la forge froide. « J'ai besoin de réfléchir. »« Bien, dit-elle. Réfléchissez, pendant ce temps, j'ai du travail à faire. » Elle se détourna, mais ce faisant, une quinte de tout la saisit. Elle était plus forte cette fois. Un son profond et sec qui la fit se plier en deux, une main pressée sur sa poitrine. Cela ne dura que quelques secondes, mais dans le calme de l'atelier, cela sembla une éternité. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, faisant un pas instinctif vers elle. Elle se redressa, prenant une profonde inspiration, son visage un peu pâle sous la suie. « Je vais bien. La poussière. » Mais il savait que c'était un mensonge. Il le vit dans ses yeux, dans la façon dont elle évitait son regard. Le présage de la veille revint, cette fois avec une clarté glaciale. Quelque chose n'allait pas. « Cora, dit-il, sa voix ferme, qu'est-ce que c'est ? » « Ce n'est rien. » « Ne me mentez pas. » L'intensité de sa propre voix le surprit. Elle le regarda et la force de son visage sembla s'effriter, remplacée par une vulnérabilité qui le brisa en deux. Elle soupira, un son de résignation lasse. « Allons derrière, dit-elle, je vais vous faire du thé. » Ils s'assirent sur les mêmes marches de pierre sous le grand chêne où ils s'étaient rencontrés la veille au matin. L'air était calme. Elle lui tendit une tasse en céramique chaude. Le thé avait un fort goût d'herbe. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, avec seulement le chant des oiseaux et le bourdonnement lointain de la ville. « Je n'ai pas été entièrement honnête avec vous, » commença-t-elle enfin, sa voix basse, regardant l'écorce de l'arbre ancien, sur la raison pour laquelle cet endroit est si important. Il attendit. « J'ai la mucoviscidose, » dit-elle. Les mots furent prononcés de manière factuelle, sans apitoiement. « C'est une maladie génétique. Elle affecte principalement les poumons. En gros, il ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait. » Alexandre sentit le monde basculer sur son axe. La sensation de vertige qu'il avait ressentie dans son bureau revint, mais cette fois, ce n'était pas métaphorique. La tasse de thé dans sa main lui parut soudain immensément lourde. La mucoviscidose. Les mots n'étaient pas que des mots, c'était un verdict, clinique, final. Son esprit analytique essaya de les saisir, de les catégoriser, mais ils lui échappèrent, recouverts d'une couche de déni. La seule chose qui resta, le seul fait brut qui put pénétrer le choc fut ses poumons, son souffle. Il la lâche. « On m'a diagnostiqué quand j'étais enfant, » continua-t-elle, sa voix stable, comme si elle récitait une histoire qu'elle avait racontée de nombreuses fois. « Les médecins ne me donnaient pas très longtemps. Ils disaient que je ne verrais pas mes 20 ans. Eh bien, j'en ai 23, alors chaque jour est une victoire. » Il la regarda, la femme qui martelait du fer chaud, qui pilotait un bateau dans une tempête qu'il avait affrontée sans ciller. Et il essaya de réconcilier cette image avec celle de quelqu'un qui était malade. La dissonance était étourdissante. C'est pour ça, elle prit une inspiration, et le son avait un léger sifflement qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, mais qui était maintenant assourdissant. C'est pour ça que je travaille le fer. Il faut des poumons solides pour la forge. Il faut de la force. Chaque jour où je peux faire ça, c'est un jour où je leur prouve qu'ils ont tort. Cet endroit, elle jeta un coup d'œil à l'atelier, n'est pas seulement mon héritage. C'est ma preuve de vie, c'est mon souffle. Le silence qui suivit fut le plus lourd de tous. Alexandre se sentit comme s'il avait été vidé, l'air arraché de ses propres poumons. Toutes ses suppositions, ses stratégies, sa compréhension d'elle, tout se désintégra. Il ne s'agissait pas de sentimentalité, il ne s'agissait pas d'entêtement. Il s'agissait de survie, de défi. Il regarda la tasse dans ses mains, la vapeur qui s'élevait. Il pensa au baiser dans la cabane, à la passion, à la vie qui pulsait en elle, et il pensa à l'avenir que son esprit, contre sa volonté, avait commencé à esquisser. Un avenir qui semblait maintenant avoir été construit sur une vérité fragile,
une vérité qui pouvait se briser à tout moment. « Y a-t-il un traitement » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. La question du PDG, la question de l'homme qui résout les problèmes. Elle se tourna vers lui et pour la première fois, il y avait une pointe de tristesse dans son sourire. Il y a des traitements pour prolonger les choses, pour gérer, mais il n'y a pas de remède. Pas pour moi. C'est une bataille que tu ne peux pas gagner, Alexandre. Tu te bats juste aussi fort que tu peux, aussi longtemps que tu peux. Et avec cette phrase, il comprit. Sa résistance n'était pas contre lui ou son entreprise. C'était une résistance contre le temps, contre la mortalité. Chaque jour dans cet atelier était un acte de guerre contre le destin. Et lui, Alexandre Moreau, l'architecte du futur, l'homme qui pliait le monde à sa volonté, était venu ici pour lui enlever son arme, son champ de bataille et son dernier et plus précieux bastion. L'énormité de ce qu'il avait failli faire le frappa avec la force d'un coup physique, le laissant sans souffle et complètement perdu. L'air sous le chêne devint lourd, saturé de la vérité que Cora venait de révéler. Alexandre sentit ces mots s'installer dans sa poitrine, non pas comme une information, mais comme des éclats de verre. Mucoviscidose, pas de remède. Lui, un homme qui croyait que chaque problème avait une solution, généralement une que l'argent pouvait acheter, était confronté à un absolu, un mur de granit infranchissable. Son instinct, forgé par des années de crise d'entreprise, prit le dessus. La vulnérabilité qu'il avait ressentie dans la cabane de pêche, la tendresse qui l'avait à la fois effrayé et attiré, tout fut éjecté de son système, remplacé par une vague de panique froide et calculatrice. Le PDG était de retour aux commandes, enfermant l'homme effrayé dans une sombre cave de son esprit. Il était temps de gérer les dégâts. Il sortit son téléphone portable de sa poche. Le geste était automatique, un tic. Ses doigts glissèrent sur l'écran, le verre froid un contrepoint familier et réconfortant au tumulte de son esprit. « Qu'est-ce que vous faites ?» La voix de Cora était basse, méfiante. « Je connais des gens, » dit-il, sa voix tendue, rapide. « Les meilleurs spécialistes. Cleveland Clinic, Johns Hopkins, il y a des essais cliniques, des thérapies géniques. L'argent n'est pas un problème. Nous pouvons vous mettre en haut de n'importe quelle liste. » Il ne la regardait pas. Il fixait l'écran, la liste de contacts qui représentait son pouvoir, sa capacité à plier le monde. Chaque nom était une porte, et il était habitué à ce qu'elles s'ouvrent toutes pour lui. « Oh, Alexandre, arrêtez !» Il l'ignora, son pouce planant sur le nom d'un pneumologue renommé dont il avait généreusement financé l'hôpital. « Je vais prendre un rendez-vous. Nous pouvons prendre le jet cet après-midi. Ils feront un bilan complet, de nouveaux tests. »« Arrêtez !» Sa voix trancha l'air aussi vive qu'un éclat de verre. Cette fois, il leva les yeux. L'expression sur son visage le figea. La vulnérabilité avait disparu, remplacée par une fureur froide et une déception si profonde que c'était comme un coup physique. Ses yeux verts, qui avaient contenu de la chaleur, étaient maintenant des éclats de glace. « Vous n'écoutez pas, » dit-elle, sa voix tremblant d'une émotion contenue. « Vous n'avez pas entendu un seul mot de ce que j'ai dit. »« Je vous ai entendu, » insista-t-il, se levant, le téléphone toujours dans sa main comme une arme. « Vous êtes malade. Je peux aider. C'est aussi simple que ça. » Elle rit, un son sec et sans humour qui le glaça. « Simple ? Pensez-vous que je n'ai pas passé toute ma vie dans les hôpitaux, que je ne connais pas les noms de tous les spécialistes et de tous les essais cliniques inutiles? Pensez-vous que vous pouvez simplement arriver ici avec votre carnet de chèques et résoudre ma vie, comme si c'était une fusion hostile qui a mal tourné ?» Elle se leva aussi, et maintenant il se faisait face sous les branches anciennes du chêne. La lumière du soleil, autrefois douce, semblait maintenant dure et impitoyable, soulignant la pâleur sous son bronzage, les cernes sombres sous ses yeux qu'il n'avait jamais remarquées. « Il ne s'agit pas de résoudre, » dit-il, la frustration montant. Pourquoi ne pouvait-elle pas voir? Il lui offrait une chance. Il s'agit de se battre. « Je me bats !» cria-t-elle, le son déchirant le calme de la cour. « Je me bats chaque jour, à chaque souffle. Je me bats quand j'allume la forge et que mes poumons me brûlent. Je me bats quand je monte un escalier. Mon combat est ici, sur ce sol, avec mes mains. Ce que vous offrez n'est pas un combat, c'est une reddition. C'est me transformer en projet, en problème à gérer dans une chambre d'hôpital stérile, en attendant un miracle qui ne viendra pas. » Ces mots le frappèrent, chacun étant une accusation.
Il voulait la réparer, mais pour ce faire, il devait d'abord la définir comme brisée. La peur en lui se mua en colère. Colère contre elle pour son entêtement, pour son acceptation, et colère contre lui-même, pour son impuissance totale et absolue. Lui, qui pouvait faire bouger les marchés d'un simple coup de fil, ne pouvait pas ajouter un seul jour à sa vie. La réalité était si intolérable que son esprit se rebella, cherchant une échappatoire, un moyen de se distancier de la douleur de cette vérité. Et il la trouva de la manière la plus cruelle possible. « Alors c'est ça ?» ricana-t-il, sa voix dégoulinant d'un sarcasme qu'il reconnut à peine comme le sien. « Vous restez ici dans ce musée poussiéreux, prétendant que marteler du métal est une thérapie, en attendant l'inévitable? C'est une belle histoire, Cora, très poétique, mais ce n'est rien de plus qu'une mort lente et glorifiée. » Il vit les mots la frapper. Ce fut un impact physique visible. Elle fit un pas en arrière, un mouvement involontaire, comme pour absorber le coup de poing. La couleur quitta son visage, laissant sa peau avec la pâleur de la cire. Il s'attendit à des larmes, les souhaita presque, mais elles ne vinrent pas. Au lieu de cela, quelque chose s'éteignit sur son visage. Les muscles se durcirent, ses lèvres devinrent une ligne fine. Ses yeux se transformèrent en pierre. C'était un masque, non pas de mépris, mais d'une douleur si profonde qu'elle s'était figée. Le silence qui suivit fut absolu. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. « Je vous ai embrassé, » continua-t-il. La cruauté maintenant un torrent, un moyen de se protéger de la douleur qu'il voyait dans ses yeux, de la douleur qu'il ressentait dans sa propre poitrine. J'ai commencé à ressentir quelque chose. Et pourquoi? Pour assister à ça? Pour devenir un spectateur de votre tragédie? Il fit un pas vers elle, la peur le rendant vicieux, désespéré de la repousser, de créer une distance de sécurité. « Je ne peux pas faire ça. Je construis des choses pour qu'elles durent. J'investis dans des avenirs. Et vous... » Il s'arrêta, mais les mots étaient déjà formés, venimeux et imparables, nés de la panique la plus profonde de son cœur. « Je ne peux pas construire un avenir sur une fondation qui se fissure. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, laids et irrévocables. Il les entendit comme s'ils avaient été prononcés par quelqu'un d'autre, et l'énormité de ce qu'il avait fait s'abattit sur lui. Il avait pris sa vulnérabilité, la vérité la plus profonde et la plus douloureuse de sa vie, et l'avait transformée en une arme contre elle. Cora ne broncha pas. Elle ne cria pas. Elle le fixa simplement et la déception dans ses yeux était une chose vivante, une blessure ouverte. Les larmes montèrent enfin, mais elles ne coulèrent pas. Elles brillèrent, simplement, transformant ses yeux verts en joyaux brisés. Quand elle parla, sa voix était un murmure, aussi fragile et aussi fort que du verre. « Alors vous n'avez jamais rien compris, n'est-ce pas ?» Elle secoua lentement la tête, un petit sourire triste et brisé sur les lèvres. « La beauté n'est pas dans la perfection, Alexandre. Elle ne l'a jamais été. » Elle leva une main et traça une ligne imaginaire dans l'air. « Elle est dans les fissures et dans la lumière qui passe à travers. » Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose. « Je suis désolé, je ne le pensais pas, j'ai peur. » Mais les mots ne venaient pas, la honte était un bâillon dans sa gorge. « Je vous ai montré ma ville, » continua-t-elle. Sa voix toujours un murmure, mais chaque mot le tailladait. « Je vous ai montré mes racines. Je vous ai montré la partie la plus fragile de moi-même. Et vous, vous avez pris tout ça et l'avez transformé en clause de risque dans un contrat qui n'a jamais existé. » Elle se tourna, marchant vers la maison à l'arrière de l'atelier, les épaules droites, la tête haute. Chaque pas semblait prendre une éternité. Il resta paralysé, la regardant partir, le téléphone toujours dans sa main, lui semblant maintenant un morceau de ferraille inutile. À la porte, elle s'arrêta, mais elle ne se retourna pas. « Rentrez chez vous, Alexandre, » dit-elle. « Retournez dans votre monde de surface parfaite et de fondation solide. Il n'y a rien pour vous ici. » La porte se referma derrière elle. Le son ne fut pas fort, mais il résonna dans la cour comme un coup de fusil. Il fut laissé seul sous le chêne, le silence maintenant rempli par le son de son propre cœur se brisant. La fondation n'était pas la sienne, c'était la sienne, et elle venait de se désintégrer en poussière. Le vol de retour vers New York fut une anomalie temporelle. Les 2 heures semblèrent s'étirer en une éternité et en même temps s'évanouirent en un flou indistinct. Alexandre était assis sur son siège en cuir, le bourdonnement des moteurs à réaction, un son monotone qui ne pouvait noyer l'écho des mots de Cora dans son esprit.
La beauté est dans les fissures. Il ne but pas. Il ne travailla pas. Il fixa simplement le hublot ovale, regardant les nuages passer en dessous, blancs et immatériels, comme des promesses rompues. Il voyait son visage dans le motif des nuages, entendait sa voix dans le rugissement du moteur. Le sentiment d'impuissance qui l'avait saisi à Savannah ne l'avait pas quitté. Au contraire, il s'était solidifié, se transformant en une pierre froide et lourde dans son estomac. Lorsque l'horizon de Manhattan apparut, un amas d'aiguilles et d'acier perçant le ciel crépusculaire, il ne ressentit pas la montée habituelle d'appartenance, de pouvoir. La ville qu'il considérait comme sienne, l'échiquier qu'il dominait, lui parut soudain étrangère. Un paysage de forme creuse. Son appartement était un sanctuaire de minimalisme et de luxe, un loft au sommet d'un immeuble de Tribeca, avec des baies vitrées offrant une vue à 180 degrés sur la ville. Les murs étaient blancs, les meubles de designers italiens, les surfaces en marbre et en verre. C'était l'incarnation du contrôle, un environnement organisé pour refléter l'ordre de son esprit. Mais cette nuit-là, en entrant, le silence n'était pas paisible. Il était assourdissant. Le vaste espace ouvert ne semblait pas expansif, mais caverneux et vide. Il laissa tomber sa mallette sur le parquet sombre, le son résonnant dans le silence. Il desserra sa cravate, mais il se sentait toujours comme s'il étouffait. Il se dirigea vers le mur de verre, le même geste qu'il faisait dans son bureau, cherchant le même sentiment de commandement. Mais la ville ne ressemblait plus à une carte d'actifs. Elle ressemblait à une toile d'araignée d'1 million de lumières, chacune représentant une vie, une histoire, une connexion qu'il n'avait pas. Il pouvait voir le pont de Brooklyn, ses lumières traçant une courbe gracieuse sur l'East River, et pour une raison quelconque, il pensa aux balcons en fer forgé de Savannah, aux cicatrices de la soudure du grand-père de Cora. Ce pont, une merveille d'ingénierie, lui sembla soudain moins réel, moins substantiel qu'un simple portail en fer rouillé dans une ville endormie à des centaines de kilomètres de là. Je ne peux pas construire un avenir sur une fondation qui se fissure. Ces mots revenaient le hanter. Quelle arrogance, quelle cruauté aveugle. Il l'avait regardé et avait vu une faiblesse, un mauvais investissement. Il n'avait pas vu la force monumentale qu'il lui fallait pour se lever chaque matin, pour allumer la forge, pour marteler la beauté du métal pendant que son propre corps menait une guerre silencieuse contre lui-même. Il se servit un whisky, le même Macallan de 25 ans. Le liquide ambré tourbillonna dans le verre. Il sentit le poids du cristal dans sa main, frais et solide. Mais l'odeur de tourbe et de chêne ne lui apporta aucun réconfort. Au lieu de cela, sa mémoire olfactive le trahit, évoquant l'odeur du charbon brûlant, de la terre humide, l'odeur de la pluie sur la peau de Cora. Il ferma les yeux, une douleur aiguë lui perçant la poitrine. Il se détestait. Il détestait l'homme que la peur avait fait de lui. L'homme qui, confronté à quelque chose de réel et de fragile, avait réagi en l'écrasant. Il prit son téléphone portable, le même appareil qu'il avait utilisé pour essayer de la réparer. Il ouvrit un nouveau message. Le curseur clignotait sur un écran blanc et vide, un juge silencieux. Il pouvait écrire « Je suis désolé ». 3 mots, pathétiques, insultants par leur insuffisance. C'était comme essayer de réparer une œuvre d'art brisée avec du ruban adhésif. Comment s'excuser d'avoir brisé non seulement un cœur, mais un esprit? Il pensa à appeler. Que dirait-il? Entendre sa voix remplie de la douleur qu'il avait causée serait insupportable. Dans les jours qui suivirent, Alexandre devint un fantôme dans sa propre vie. Il allait au bureau, s'asseyait dans son fauteuil en cuir, présidait des réunions. Il disait les bons mots, prenait les bonnes décisions. La machine de Morrow Global Investments continuait de fonctionner parfaitement. Mais il n'était pas là. Son esprit était ailleurs, piégé dans une cour sous un chêne. David, son assistant, le remarqua. Les autres cadres le remarquèrent. La précision d'Alexandre fut remplacée par une abstraction distante. Il fixait les projections financières à l'écran, mais voyait le motif de feuilles de vigne sur une grille de fenêtre. Il écoutait les rapports trimestriels, mais entendait le clang rythmé d'un marteau sur une enclume. Un après-midi, Marc Durand entra dans son bureau, fermant la porte derrière lui. « Que s'est-il passé à Savannah, Alexandre » demanda-t-il sans préambule. « Le problème a été résolu » répondit Alexandre, sa voix vide. « Résolu ? Le projet est au point mort. Nos avocats n'ont reçu aucune instruction. Que se passe-t-il »
Alexandre se leva et se dirigea vers la fenêtre. Pendant un long moment, il ne dit rien. « J'ai fait une erreur, dit-il finalement, les mots un goût amer dans sa bouche. Marc attendit. « Annulez le projet d'hôtel, dit Alexandre, le dos toujours tourné. Il y eut un silence choqué. « Quoi? Alexandre, nous avons plus de 200 millions investis là-dedans. Le conseil d'administration... » « Je me fiche du conseil d'administration. » Alexandre se retourna et la passion dans sa voix les surprit tous les deux. « Annulez-le. Et ensuite, achetez la propriété. Achetez tout le pâté de maison. Payez ce qu'il faut, Marc. Ne négociez pas, payez simplement. » Il marqua une pause, sa voix s'adoucissant. « Et ne touchez à rien. C'est une terre sacrée. » Marc le dévisagea, la confusion et l'inquiétude gravées sur son visage. « Alexandre, vous n'allez pas bien. Peut-être que vous devriez prendre un peu de temps. »« Je n'ai jamais eu les idées aussi claires de ma vie, » dit Alexandre, sa voix calme maintenant, mais avec une intensité que Marc n'avait jamais entendue auparavant. « Faites-le, c'est tout. » Cette nuit-là, dans son appartement silencieux, Alexandre trouva sa révélation. Ce ne fut pas un éclair d'inspiration, mais une compréhension lente et douloureuse qui se cristallisa dans son cœur. Il ne pouvait pas réparer Cora. Il ne pouvait pas la sauver. Il ne pouvait pas effacer les mots cruels qu'il avait prononcés. Mais il pouvait l'honorer. Il ne pouvait pas construire un avenir avec elle. Mais il pouvait construire un avenir pour elle. Un avenir qui préserverait ce qu'elle aimait, qui célébrerait la beauté qu'elle lui avait montrée. Il ouvrit son ordinateur portable. Non pas pour vérifier le marché boursier, mais pour faire des recherches. Il fit des recherches sur les fondations de préservation, les écoles d'artisanat, les programmes artistiques communautaires. Il commença à esquisser un nouveau plan. Pas un plan de démolition et de profit, mais un plan de restauration et d'héritage. Le travail le consuma. Pour la première fois depuis des années, il ressentit un but qui n'était pas lié à un signe dollar. Il sentit le bourdonnement familier de la création, mais cette fois, il construisait un sanctuaire. Pas pour Dieu, mais pour le souvenir d'un baiser sous la pluie, pour la force tranquille d'une femme qui se battait pour chaque souffle, et pour la beauté que lui, dans son arrogance aveugle, avait presque réduite en poussière. Il ne savait pas si elle lui pardonnerait. Il ne savait pas s'il la reverrait un jour. Il ne savait même pas s'il le méritait. Mais alors que le soleil se levait sur la ville qui ne dort jamais, illuminant les lignes de son nouveau projet à l'écran, Alexandre Moreau ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très très longtemps. Ce n'était pas du bonheur. C'était quelque chose de plus profond, de plus fragile. C'était de l'espoir. L'espoir que même sur les fondations les plus fissurées, quelque chose de beau et de durable pouvait encore être construit. La deuxième fois qu'Alexandre s'envola pour Savannah, le ciel était d'un bleu si clair et si profond que cela faisait mal aux yeux. Il n'y avait pas de voile laiteux, pas de promesse d'orage. C'était un ciel d'une clarté implacable. Il ne voyagea pas dans son jet privé. Il prit un vol commercial, assis en première classe mais entouré du bourdonnement de l'humanité ordinaire, le cri d'un bébé, la conversation animée d'un couple, le bruit des pages de magazines que l'on tourne. Chaque son était un rappel d'un monde de connexion qu'il avait passé toute sa vie à éviter. Il ne portait pas de mallette en cuir, mais un grand tube en carton. À l'intérieur, roulé avec soin, ne se trouvaient pas des contrats ou des projections financières, mais des plans d'architecte, des dessins de restauration. Un plan non de conquête, mais de reddition. L'air de Savannah l'accueillit comme une vieille connaissance. La même humidité, le même doux parfum. Cette fois, cependant, cela ne l'irrita pas. Il l'inspira, le laissant remplir ses poumons. C'était l'air qu'elle respirait. Il loua une voiture modeste et se rendit dans le quartier historique. Son cœur battait avec une force lourde et lente dans sa poitrine, un tambour de marche funèbre pour l'homme qu'il avait été. Chaque rue familière, chaque place ombragée était une pointe de mémoire. Il vit le restaurant où ils avaient déjeuné, le banc du parc surplombant la rivière, des fantômes d'une vie qu'il avait touchée et brisée en moins de 72 heures. Lorsqu'il se gara devant l'atelier, une peur froide l'envahit. La peur qu'elle ne soit pas là. La peur qu'elle y soit, et que le mépris dans ses yeux soit insupportable. L'enseigne Martin & Fils était toujours suspendue. Les grandes portes de l'atelier étaient ouvertes, une bouche sombre et invitante. Il sortit de la voiture, le tube en carton à la main comme un bouclier.
Le son rythmé du marteau sur l'enclume n'était pas là. Le seul son était le bruissement des feuilles dans le chêne et le chant lointain d'une cigale. Il se dirigea vers le seuil, son cœur martelant maintenant contre ses côtes, et regarda à l'intérieur. La forge était froide. L'endroit était bien rangé, les outils suspendus à leur place, le sol balayé, mais il était vide. Une panique froide commença à lui monter à la gorge. Elle n'est pas là. La voix venait de l'arrière. Il se tourna et vit un homme plus âgé, peut-être dans la soixantaine, assis sur les marches de pierre sous le chêne, ponçant un morceau de bois. Il avait un visage buriné par le temps et les mains noueuses d'un travailleur. « Qui êtes-vous » demanda Alexandre. « Je suis le voisin, Georges, » dit l'homme sans lever les yeux de son travail. « Vous devez être le costard de New York. » La description le piqua, mais il l'accepta. C'était ce qu'il était. Où est-elle? Georges leva enfin les yeux. Ses yeux étaient d'un bleu fatigué, remplis d'une sagesse lasse. Elle n'allait pas bien. Ces derniers jours ont été durs. La pierre dans l'estomac d'Alexandre devint plus lourde. Dure comment? Dure dans le sens où elle passe plus de temps au lit qu'à l'atelier, dit Georges, sa voix basse. Le médecin est venu hier. Chaque mot de Georges était un coup de marteau sur sa conscience. Le médecin est venu hier. Il avait fait ça. Sa cruauté, le stress, la douleur qu'il avait infligée, il avait accéléré cela. La culpabilité n'était plus une pensée abstraite. C'était une chose physique, un goût de cendre et de métal dans sa bouche comme s'il avait avalé la poussière même de son atelier. « Est-elle à la maison » demanda Alexandre, la voix rauque. Georges fit un signe de tête vers la petite maison derrière l'atelier. Mais elle ne reçoit pas de visite. L'avertissement était clair. Alexandre l'ignora. Il traversa la cour, le son de ses pas sur la terre battue sonnant trop fort. La porte de la maison était fermée. Il resta là un long moment, le tube en carton transpirant dans sa main. Il n'avait aucun droit d'être ici, aucun droit de troubler sa paix. Mais l'idée de partir, de ne jamais essayer de réparer ce qu'il avait brisé, était plus terrifiante que n'importe quel rejet. Il frappa, légèrement. Il n'y eut pas de réponse. Il frappa de nouveau un peu plus fort. Qu'il entendit un bruit à l'intérieur, un bruit de pas traînants. La porte s'entr'ouvrit, et elle était là. Le changement en elle le choqua. La femme dont il se souvenait était feu et acier. La femme dans l'embrasure de la porte était comme du verre dépoli par le sable. Elle était plus mince, sa peau pâle et si translucide qu'il pouvait presque voir la fragilité des os en dessous. L'énergie vibrante qui semblait émaner d'elle s'était retirée vers l'intérieur, laissant derrière elle une immobilité épuisée. Elle semblait diminuer. Et la vue de cette force maintenant si fragile le brisa d'une manière que l'effondrement de 1000 empires d'entreprises n'aurait jamais pu le faire. Quand elle le vit, ses yeux s'écarquillèrent de choc, puis ils se rétrécirent, les murs se dressant instantanément. « Qu'est-ce que vous faites ici » Sa voix était un murmure rauque. « Cora, commença-t-il. « Je vous ai dit de partir. »« Je sais, s'il vous plaît, juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Elle jeta un coup d'œil au tube dans sa main. « Si c'est un autre contrat, vous pouvez le brûler. »« Ce n'est pas un contrat, » dit-il. « C'est une excuse. » Elle hésita. Il vit la bataille sur son visage, la colère, la blessure, mais aussi une lueur d'épuisement, d'une curiosité qu'elle ne pouvait cacher. Finalement, avec un soupir qui sembla lui coûter toute sa force, elle ouvrit plus grand la porte. 5 minutes. L'intérieur de la maison était comme elle, simple, honnête et plein d'histoire. Des meubles en bois sombres et polis, des photographies en noir et blanc sur les murs, l'odeur de citron et de camomille. C'était un sanctuaire. Il se sentit comme un profanateur entrant en terre sainte. Elle le conduisit à une petite table de cuisine. Il déroula les plans sur le bois usé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sa voix méfiante. « C'est le nouveau plan, » dit-il. Il pointa un doigt tremblant sur les dessins. « L'hôtel est annulé. Moreau Global a acheté tout le pâté de maison, mais nous ne démolissons rien. » Il traça les lignes des bâtiments existants. « Nous allons restaurer chaque brique, chaque morceau de fer. » Il la regarda. Elle fixait les plans, ses yeux se déplaçant rapidement, absorbant les détails. « Ceci, » il désigna son atelier, « en sera le cœur. L'atelier école Cora Martin, faisant partie d'une fondation plus large, la Fondation des artisans de Savannah. Nous créerons des bourses, des programmes d'apprentissage.
pour enseigner à la prochaine génération de forgerons, de menuisiers, de tout ce qui se perd. Il continua, sa voix gagnant en force, la passion pour le projet transparaissant. Il n'y aura pas de boutique de créateurs, juste des ateliers pour les artistes locaux, une petite auberge aux étages supérieurs des autres bâtiments, dont les bénéfices financeront la fondation à perpétuité. Votre nom y figurera, votre héritage. Quand il eut fini, le silence remplit la petite cuisine. Elle ne le regardait pas. Elle continuait de fixer les plans, une main traçant les lignes de l'atelier qu'il avait dessiné. Il vit une larme tomber de son visage et s'écraser sur le papier, créant une petite tache sombre. « Pourquoi » murmura-t-elle, la voix étranglée. C'était la question la plus importante, et il devait répondre avec la vérité la plus brute. « Parce que vous aviez raison, dit-il, sa voix se brisant. J'étais aveugle. Je n'ai pas vu la beauté dans les fissures. J'ai seulement vu le risque. J'avais tellement peur de vous perdre que je vous ai repoussé. Et c'était la chose la plus stupide et la plus lâche que j'ai jamais faite de ma vie. » Il se rapprocha d'elle, s'arrêtant à côté de la table. « Je ne peux pas vous donner plus de temps, Cora. Dieu sait que je donnerais tout mon empire pour un jour de plus pour vous. Mais je peux honorer le temps que vous avez. Je peux m'assurer que ce que vous aimez, que ce que vous êtes, dure. » Elle leva enfin les yeux vers lui. Des larmes coulaient librement sur son visage maintenant, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. Elles étaient de quelque chose de plus complexe. Elle tendit la main sur la table, non pas pour toucher les plans, mais pour toucher la sienne. Sa peau était fraîche, bien plus fraîche qu'il ne s'en souvenait. Le contact envoya un frisson le long de son bras, une secousse non de répulsion, mais d'une tendresse douloureuse. C'était un pardon sans mots, une acceptation qui n'absolvait pas, mais qui lui permettait de rester. « Je n'ai pas construit ça pour vous, » dit-il, sa propre vision se brouillant de larmes qu'il refusait de verser. « Je l'ai construit pour moi, pour essayer de devenir un homme digne de vous avoir connu. » À ce moment-là, dans le calme de cette cuisine, avec l'odeur du thé et le poids de l'histoire tout autour d'eux, la fondation fissurée commença à être reconstruite, non pas avec de l'acier et du béton, mais avec la vérité fragile et la beauté incassable d'un héritage de fer. Le temps qu'Alexandre avait passé toute sa vie à essayer de maîtriser et de quantifier devint fluide, malléable. Les jours qui suivirent ne se mesurèrent pas en heures ou en réunions, mais en cycles de soleil et d'ombre, en rythme de respiration, en tasses de thé partagées dans le silence du matin. Il ne retourna pas à New York. Son bureau devint un ordinateur portable sur la table de cuisine de Cora. La tour de verre fut échangée contre la vue du grand chêne. Il devint une présence silencieuse dans sa vie. Il apprit les rythmes de sa maladie, les bons jours où elle avait l'énergie de s'asseoir sur le porche et d'esquisser de nouveaux dessins dans un carnet, et les mauvais jours où le simple fait de respirer était un travail épuisant, et où elle restait au lit, le sifflement dans ses poumons un murmure constant dans la maison silencieuse. Il apprit à faire la tisane qu'elle aimait, la façon dont elle la prenait, sans sucre, la vapeur réchauffant ses mains perpétuellement froides. Il lui fit la lecture, non pas de rapports de marché, mais de poésie de poètes du Sud qu'elle aimait, sa voix, autrefois habituée à donner des ordres, trouvant maintenant un nouveau rythme dans la cadence des vers. Il apprit à écouter, non pas pour répondre ou pour résoudre, mais simplement pour être témoin. Elle, à son tour, l'accepta de nouveau dans son monde avec une grâce tranquille. La blessure qu'il avait causée était là, une fine ligne de soudure joignant leurs parties brisées, visibles mais solides. Ce n'était pas une barrière, mais un rappel de la fragilité de toute chose et de la préciosité féroce du temps qui leur restait. Lors de ces bons jours, ils supervisèrent le début de la restauration. Les ouvriers, embauchés localement, regardèrent le PDG de New York avec un mélange de curiosité et de suspicion. Mais ils le virent apporter une couverture à Cora lorsque la brise se fit fraîche, le virent lui tenir la main quand elle avait besoin de se stabiliser. Et lentement, la suspicion céda la place à un respect silencieux. Alexandre découvrit un nouveau langage. Le langage de la maçonnerie, de la menuiserie, du fer forgé. Il apprit la différence entre un assemblage à tenon et mortaise et une queue d'aronde. Il apprit à sentir la texture du vieux bois, à lire les histoires dans les marques d'outils laissées un siècle auparavant. Il n'effaçait plus le passé. Il en devenait le gardien. Un après-midi, alors que la lumière dorée se déversait sur la cour,
Cora était assise dans son rocking-chair, enveloppée dans un châle. Elle était plus faible, sa peau presque translucide. Elle regardait Alexandre discuter avec le maître charpentier, désignant les plans. « On dirait que tu es à ta place maintenant », dit-elle quand il s'approcha. Il s'assit sur les marches à ses pieds. « Je n'ai jamais été à ma place nulle part avant. » C'était la vérité la plus simple et la plus profonde qu'il ait jamais prononcée. Ils restèrent silencieux un moment, le seul son étant le bourdonnement des cigales et le gémissement lointain d'une scie. « As-tu peur » demanda-t-il, sa voix presque un murmure. Elle leva les yeux vers le ciel, vers les branches du chêne tendues comme des bras en prière. « Avant, oui, mais la peur est fatigante. On arrive à un point où on est trop fatigué pour avoir peur. » Elle le regarda, et il y avait une paix dans ses yeux qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Maintenant, je suis juste curieuse. » Les semaines se fondirent en un automne doux. Les feuilles des chênes ne jaunirent pas, mais l'air devint plus vif, la lumière plus douce. La respiration de Cora devint plus superficielle, son monde se rétrécissant aux confins de la maison, puis aux confins de sa chambre. Alexandre ne la quitta jamais. Il dormait dans un fauteuil à côté de son lit. La nuit, dans le noir, il écoutait le son de sa respiration. Chaque inspiration, un miracle. Chaque expiration, une petite perte. Il lui tenait la main, sentant le pouls faible et filant sous ses doigts. Il comptait les battements comme un avare compte ses dernières pièces d'or. Ce matin-là, il sut que c'était différent. Il y avait une immobilité dans la maison, une clarté dans l'air. Il l'aida à s'asseoir dans son lit, calé contre des oreillers. La fenêtre était ouverte, et une douce brise apportait l'odeur de la terre et des feuilles. Elle était faible, mais ses yeux étaient incroyablement clairs. « Peux-tu ouvrir les rideaux un peu plus » murmura-t-elle. Il le fit. La lumière du matin inonda la pièce, dorée et chaude. Elle regarda dehors, les branches du grand chêne. « C'est magnifique » dit-elle. Il s'assit sur le bord du lit, lui prenant la main. Elle était froide. « Merci, Alexandre » dit-elle, ses yeux rencontrant les siens. « Non » suffoqua-t-il, la gorge serrée. « Merci à toi, Cora. » Elle sourit, un sourire faible mais sincère. « Tu as trouvé la beauté dans les fissures. » Elle ferma les yeux. Son souffle, qui avait été si longtemps une bataille, un combat pour chaque molécule d'air, s'apaisa soudain. Il devint sans effort, serein. Il y eut une douce inspiration, un soupir de libération presque imperceptible. Et puis, rien. Le silence qui suivit n'était pas vide, il était plein de son absence. Le son de son propre cœur se brisant fut un coup de tonnerre dans cette immobilité. Il resta assis là, tenant sa main tandis que la dernière chaleur s'en échappait, le soleil du matin illuminant les grains de poussière dansant dans l'air, indifférent et éternel. Un an plus tard, le quartier des artisans Martin était vivant. L'atelier de Cora était le cœur battant de l'endroit, le son du marteau sur l'enclume résonnant une fois de plus, mais cette fois, c'était la main d'une jeune apprentie, une fille du quartier avec le feu dans les yeux, la première boursière de la fondation. Alexandre était là. Il ne portait pas de costume, mais un jean et une simple chemise en coton. Il y avait des callosités sur ses mains. Il n'était plus un visiteur. Il vivait dans la maison derrière. Il traversa la place restaurée, le son des rires et du travail tout autour de lui. Il toucha le portail en fer que Cora lui avait montré ce premier jour, sentant la texture de la soudure, la cicatrice de l'histoire. Il se tint sous le grand chêne, au même endroit où elle lui avait dit sa vérité, où il l'avait brisé et où il avait commencé à se reconstruire. Il leva les yeux, à travers les branches entrelacées, vers le vaste ciel bleu. Il ne ressentit pas le vide de la perte, mais la plénitude de sa permanence. Elle n'était pas dans une tombe froide, elle était dans la chaleur résiduelle de l'enclume. Elle n'était pas un souvenir qui s'estompe, elle était le feu dans les yeux de la jeune apprentie. Elle n'était pas une absence, elle était la beauté têtue et durable du fer forgé. Il était venu à Savannah pour posséder un lopin de terre. Au lieu de cela, une femme qui mesurait la vie en souffle lui avait donné le monde. Il pensa à son ancien bureau, à la vue sur l'horizon de New York. C'était une vision du pouvoir, mais ceci était une vision d'appartenance. La beauté est dans les fissures. Sa voix résonna dans son esprit, non comme un souvenir, mais comme une vérité vivante. Et Alexandre Moreau, l'homme qui avait été refait par le feu d'une forge et la grâce d'un cœur défaillant, sourit au ciel, un sourire triste,
reconnaissant et enfin en paix.